Donc, je vais tenter d'esquisser une réflexion sur le sens de l'universel en très peu de temps, puisqu'on m'a donné peu de temps, que comme professeur, je suis plutôt habitué à travailler sur l'année. Et donc, j'ai choisi comme intitulé « Qu'est-ce que vouloir l'universel ?» Qu'est-ce que l'exigence d'universalité? Ce que vous savez déjà, c'est que c'est une exigence qui ne peut que remettre en question l'appartenance communautaire, c'est-à-dire tout lien social qui serait fondé seulement sur le fait qu'on est né quelque part et qu'on s'y conforme à ce qui s'y fait. De là, la haine de l'universel et, en même temps que la haine de l'universel, la haine de l'idée républicaine qui en est l'expression politique. Les communautés, quelles qu'elles soient religieuses, qu'elles soient nationales, qu'elles soient régionales, qu'elles soient familiales, etc., ne supportent pas que les hommes jugent leurs valeurs. Et c'est précisément ce que l'exigence d'universalité nous appelle à faire, à juger toutes ces valeurs. Je m'explique. Je commencerai par être très élémentaire, mais vous savez qu'on ne l'est jamais assez. Universel se dit en grec catholique. Kata, holos, ça veut dire qui a rapport au tout. Holos, c'est le même mot que dans hologramme. Et donc, universel doit être distingué de particulier qui, au contraire, a rapport à la partie et non pas au tout. Premier exemple, et tant pis si je m'enferme un peu dans cet exemple, une proposition géométrique. Par exemple, la somme des angles du triangle est égale à 2 droits. C'est une proposition universelle. Ça veut dire qu'elle est vraie de tout triangle. Et cela sans exception. Et c'est la démonstration qui permet d'exclure toutes les exceptions. Il n'y a pas d'exception possible à cette proposition. Il faut donc bien noter que cela signifie qu'il y a un pouvoir extraordinaire de l'esprit. Mais non seulement la proposition en question est vraie de tout triangle, surtout, et c'est là le vrai sens de l'universel, elle est vraie pour tout esprit. Ça veut dire que la comprendre, c'est la comprendre comme tout homme doit pouvoir la comprendre, comme tout homme doit pouvoir en reconnaître la vérité. Et tout homme, ça veut dire, quel que soit son lieu de naissance, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa classe sociale, quelle que soit sa communauté particulière. Et mieux encore, une fois qu'un homme a compris une démonstration, il peut en trouver d'autres. Ce qui veut dire que tout homme, quelle que soit sa cité, sa nation, sa communauté de naissance, peut participer à la recherche mathématique. Et c'est ainsi que se constitue une communauté, tant pis si j'utilise là le mot de communauté, une société qui n'est pas fondée sur l'apparence culturelle. Une communauté ou une société qui est fondée sur la compréhension d'une méthode et sur la compréhension d'un contenu de vérité. Et donc, dans cette République, parce qu'enfin, je ne vois pas comment l'appeler autrement, dans cette République, chacun est citoyen. Citoyen législateur sans jamais être sujet. Je m'explique. Citoyen français, je suis législateur dans la mesure où je décide par la loi, ou du moins par mon vote, je décide de la loi, ou du moins par mon vote, en élisant mes représentants. Et je suis sujet parce que je suis soumis à cette loi. Dans la République des esprits, dont je viens de montrer comment on y appartient, dans cette République à laquelle appartient tout mathématicien, chaque citoyen n'est soumis qu'à sa propre raison. L'enfant de 7 ans entend qu'il comprend une addition, je dis 7 ans parce que c'est l'âge de raison selon les stoïciens, l'enfant de 7 ans, quand il comprend une addition, est citoyen de plein droit dans la République de l'esprit.
il est alors l'égal de son maître, il est alors l'égal du plus grand mathématicien. Alors je sais bien, on va pouvoir m'objecter qu'il y a plusieurs écoles de mathématiques, que par exemple l'école française avec l'Institut Poincaré, ce n'est pas la même chose que l'école russe par exemple. Mais dans chacune de ces écoles, on développe un savoir qui est universel, et ensemble, elles constituent une république de mathématiciens où toutes peuvent s'accorder. Il y a différents styles. Ces différents styles de ces différentes écoles sont particuliers, mais ils ne sont pas particuliers ici par opposition à l'universel, par opposition à l'universalité de la rationalité. Ce sont des expressions particulières d'une même exigence, expressions qui chacune sont liées à des circonstances particulières dans lesquelles ces écoles se sont développées. Je veux dire par là que l'universalité n'implique pas l'uniformité ni n'exclut la diversité. Il n'y a jamais d'universel que sous une forme particulière, même en mathématiques. Et comme disait Hegel, le fruit, le mot fruit, das Obst, c'est un terme universel. Cela ne veut pas dire que c'est une vaine abstraction et que sous prétexte qu'il n'y a que des fruits particuliers, des pommes, des poires, des cerises, évidemment en allemand il y a des cerises, tous, je vais aller chez le marchand et je ne vais pas pouvoir demander du fruit parce que ça n'existe pas. Donc ça serait idiot de considérer que la notion de fruit n'a pas de sens sous prétexte qu'il n'y a que des fruits particuliers. Eh bien, les fruits particuliers sont tous des fruits, c'est-à-dire participent tous de l'universel. Seulement, une société qui a la réalisation particulière de l'universel, ce n'est pas du tout la même chose, c'est d'un tout autre ordre qu'une communauté qui, par le seul fait qu'on y est né et qu'on y vit, détermine nos modes de pensée et détermine nos mœurs. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une communauté, donc, où chacun est le produit de son milieu socio-culturel. Dans une telle communauté, j'allais dire une communauté communautaire, je ne sais pas comment l'appeler pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mon propos, dans une telle communauté, chacun, donc je disais, est le produit de son milieu socio-culturel, et alors croyances et valeurs sont particulières et non universelles, et c'est en ce sens qu'il y a autant de cultures particulières, au sens ethnologique du mot culture, qu'il y a autant de cultures particulières que de communautés particulières. Et aucune de ces communautés ne saurait, en effet, prétendre à l'universel. Il faut donc distinguer radicalement deux types de sociétés humaines, ou deux manières de faire société. Celle qui a pour modèle la République des esprits, et dont l'universel est le principe, et les communautés définissables chacune à partir de ses particularités, ou généralement, dans ces communautés où tout se définit par la particularité, celui qui vient d'ailleurs ne peut jamais parfaitement se fondre. Au contraire, n'importe qui, venant de n'importe quelle communauté, peut entrer dans la République des mathématiciens, et peu importe son accent. Or, s'il est vrai que, et je vais répondre à la question que tout à l'heure Jacques Garat posait, et qu'il ne m'a pourtant pas posée avant que je vienne, or, s'il était vrai que la pensée d'un homme se réduit totalement, comme le croient certains sociologues, se réduit totalement à ce que fait de lui la communauté particulière où il se trouve être né. Si c'était vrai, ça voudrait dire qu'il n'y a rien de commun entre cet homme et ceux d'une autre communauté. Et donc, si c'était vrai que nous sommes ainsi entièrement déterminés par notre existence sociale particulière, je dis bien entièrement, nous ne pourrions pas apprendre une langue étrangère. C'est dire que l'universel n'est pas réel seulement en mathématiques, mais qu'il est réel aussi dans toutes les langues particulières. Toutes les langues sont particulières, mais toutes permettent l'expression d'une pensée universelle, faute de quoi, je le répète, il ne pourrait pas y avoir de communication entre les hommes étrangers qui parlent des langues différentes. Donc, il faut continuer sur l'idée de cette réalité
de l'universel. Outre les langues elles-mêmes, il y a des œuvres de l'esprit dont le sens dépasse infiniment ce que peut avoir de particulier la société historique dans laquelle ces œuvres se trouvent avoir été produites. Par exemple, des poèmes qui sont écrits dans une langue particulière ont pourtant une signification universelle, ce qu'évidemment la traduction permet à chacun de découvrir. On peut lire Les Misérables en anglais, on peut lire Hamlet en français. Donc ce que j'ai dit des mathématiques, c'est vrai aussi de ce qu'on appelle la littérature universelle. Il y a une littérature universelle, au sens le plus fort de cette expression. Je ne veux pas dire qu'il y a une multiplicité d'œuvres particulières auxquelles on pourrait s'intéresser comme à des curiosités exotiques. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il y a une grande diversité d'œuvres, chacune universelle. Ainsi, et c'est une première conclusion, l'humanité tout entière est une république universelle à laquelle participent tous les hommes qu'ils veulent, pourvu qu'ils ne se réduisent pas à ce que leur communauté particulière fait d'eux. C'est le cas, par exemple, d'un Japonais qui visite le Louvre, ou bien c'est le cas de Monet collectionnant les estampes japonaises. Ou si vous voulez, vous n'avez qu'à aller au musée des arts premiers, quai Branly, et vous verrez ce que c'est que l'humanité et son universalité réelle. L'universel, ce n'est pas un idéal, c'est une réalité, en ce sens. Mais je reviens aux mathématiques. En mathématiques, la pratique de la méthode a ceci de tout à fait extraordinaire qu'elle implique que toute communication d'un mathématicien peut et même doit être jugée et, s'il le faut, remise en cause par d'autres et ainsi dépassée. Une fois donc qu'un mathématicien, peu importe lequel, peu importe où, que ce soit Thalès ou qui on voudra, une fois qu'un mathématicien a formulé une première démonstration, alors se trouve lancée une histoire des mathématiques où chaque nouvelle génération peut juger la précédente, où chaque nouvelle génération peut dépasser la précédente. C'est donc là, et je paraphrase Husserl, c'est donc là une révolution qui change le sens même de la culture et du devenir historique. Est apparue en effet un jour, peu importe quand, une tradition tout à fait extraordinaire, la tradition de la raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé alors que, au lieu que ce soit la tradition qui détermine leur pensée, c'est la capacité de penser des hommes à penser universellement, c'est cette capacité à penser universellement qui a constitué une tradition d'un type radicalement nouveau, parce que l'universel en est le principe. Parce qu'à chaque instant, cette tradition est capable de se remettre elle-même en question, parce qu'à chaque instant, elle est capable de se soumettre au libre jugement d'un nouvel arrivant, d'où qu'il vienne, où qu'il soit né, quelle que soit sa classe sociale ou sa condition. Tel est le sens du développement des mathématiques en Grèce, puisque on s'accorde à peu près à dire que c'est là que ça a commencé, non pas les mathématiques, mais l'idée même de démonstration. En Grèce, au 7e siècle avant Jésus-Christ, tel est le sens aussi de toute l'histoire des sciences. Thalès, vous le savez, n'est pas connu seulement par son fameux théorème, c'est-à-dire tout de même cette chose extraordinaire qu'est la première formulation du concept géométrique de proportion. Mais il est connu aussi par un poème qu'il a écrit, intitulé « De la nature, Périphuséos ». Et ce poème commence par ces mots « Tout est eau », E-A-U. Alors je sais que c'est faux, mais l'eau est un élément naturel. Ça veut dire que, de ce jour, la nature peut être expliquée par la nature et non par les dieux. Autrement dit, l'idée de nature est conçue et dorénavant, la recherche scientifique est lancée. Un autre pourra dire que le principe, c'est le feu.
et d'autres que le principe, c'est les atomes. Et toute découverte est à son tour objet de critique. Nous n'en aurons donc jamais fini de découvrir le monde. La vérité est maintenant l'horizon de l'histoire. Mais du même coup, et vous avez sans doute deviné que c'est là que je veux en venir, du même coup, les prêtres, les politiques, la tradition sont dépossédés de leur pouvoir. Ce ne sont plus eux qui nous disent ce qu'est le monde. Et voilà en quoi c'est bien une révolution. C'est une révolution qui concerne la théorie pure, la pensée pure, mais il en a résulté une conséquence inouïe pour tout le reste de notre existence, et particulièrement pour notre existence sociale et politique. Car l'homme qui se découvre citoyen d'une république des esprits ne se contente plus de croire aux valeurs de la cité. Il devient juge des biens et des maux, c'est-à-dire, puisque c'est cela sa définition, il devient philosophe. La philosophie, c'est ce qui détermine quels sont les biens et les maux. Et ça donne, par exemple, Diogène le cynique, au IVe siècle, exemple que je prends toujours parce qu'il me plaît particulièrement de rappeler qu'on raconte que son père était faux monnayeur. Vous savez que quand on raconte la vie des philosophes, en général, ce sont des légendes. Mais qu'est-ce que signifie cette légende? Ça signifie que les valeurs traditionnelles de la cité sont frelatées. Et c'est cela que l'exigence d'universalité permet de découvrir. Et Socrate, déjà, au siècle précédent, jugeait sa cité. Il ne se contentait pas d'être athénien. C'est pourquoi, dans les Nuées d'Aristophane, pièce à charge, c'est pourquoi, dans cette pièce, il est traité de Spartiate, ce qui veut dire, au 5e siècle avant Jésus-Christ, ennemi d'Athènes. Et vous savez que cela lui a coûté assez cher. La mort de Socrate se poursuit donc dans le conflit toujours renaissant entre la tradition de la raison et la tradition tout court. Exemple, l'historicisme du XIXe siècle s'est opposé à cette exigence d'universalité. Pour lui, pour cet historicisme, les lois ne sont jamais que les lois d'un peuple particulier à un moment particulier de son histoire. Ou, deuxième exemple, le culturalisme du XXe siècle considère que les droits de l'homme sont l'expression d'une culture particulière, ce sont les droits de l'homme occidental. De là, la ruine de l'idée républicaine et tout ce qui s'ensuit que vous connaissez parfaitement. Qu'est-ce donc que vouloir l'universel? C'est refuser de se réduire à ce que fait de nous notre existence socio-culturelle particulière, et c'est se lancer dans un combat de tous les instants. Non pas se contenter de rester enfermé dans une tradition, mais exiger la justice. Ainsi, l'histoire cesse d'être la simple transmission d'une tradition pour devenir, toujours selon l'expression de Husserl, une tâche infinie, orientée par une idée. Et cette histoire, c'est l'histoire de la liberté. Je suis parti en effet de la découverte de l'universel dans la pratique des mathématiques. J'ai vu l'extension à l'ensemble de la vie humaine de l'exigence d'universalité. C'est donc former une communauté qui, contrairement aux autres types de communautés, n'est pas fondée sur la tradition, mais sur le jugement de chacun de ses membres. J'ai voulu rappeler ainsi, et il faut sans cesse le rappeler, que rationalité, universalité et liberté, cela va toujours ensemble. Ainsi qu'un mathématicien, Descartes, nous a donné la plus grande peut-être des philosophies de la liberté, ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est qu'une fois que j'ai compris une démonstration, j'ai découvert qu'au moins cette pensée-là que je viens de former est libre, que j'en suis le libre arbitre, et que c'est le très exact contraire d'un préjugé. Le maître doit donc faire que la découverte de l'arithmétique élémentaire soit pour l'élève la découverte qu'il est esprit, c'est-à-dire
libre. Et j'insiste sur l'exemple des mathématiques, parce que je ne vois pas qu'il y ait plus belle et plus efficace école de liberté et de raison. À condition, certes, à condition qu'on les pratique en classe à cette fin. Vous le savez, Descartes regrettait que de son temps, on ne les enseigna que pour faire des ingénieurs. Comme disait l'autre, plus ça change, plus c'est pareil. Bien. J'avance. L'idée de loi, au sens de la loi de la cité, est inséparable de cette tradition de la raison et de l'universel. Qu'est-ce que c'est que la loi? La loi, c'est l'égalité de tous devant la loi. Ou bien alors, le mot loi n'est qu'un mot. Cette égalité signifie le refus de considérer qu'un homme puisse être le maître d'un autre qui, lui, serait ses esclaves. Il a fallu attendre 1789 pour que ce soit publiquement déclaré. Les hommes, c'est-à-dire tous, sans distinction, naissent, c'est-à-dire sont par nature libres, et ils sont du même coup, par nature, égaux en droit, c'est-à-dire qu'ils ont tous les mêmes droits. C'est comme ça que commence la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'exigence d'universalité, dont la première expression est la découverte des mathématiques et de la philosophie, s'étend donc à la vie humaine tout entière, jusqu'à donner par exemple une Cour internationale de justice, institution particulière, certes, mais réformable, améliorable, dont le principe échappe à ce qui est seulement culturel. De cette exigence d'universalité, qui est le fondement même de l'idée de loi, résulte une haute idée de la citoyenneté. Le citoyen républicain, bon, c'est un pléonasme, il est, ou du moins il cherche à être juge de ce qu'il doit ou non être. Parce qu'il veut l'universel, il est un opposant. Alors je sais qu'il y a des opposants très particuliers. Il ne suffit pas d'être opposant pour être citoyen. Le citoyen véritable peut et même doit penser en individu séparé, c'est-à-dire jugé en fonction de sa raison et non en fonction des valeurs de la cité. Ce que symbolise l'isoloir, ce que garantit même l'isoloir, il garantit cette séparation fondamentale sans laquelle il ne peut pas y avoir de liberté de conscience et de jugement vrai. C'est pourquoi être citoyen ne va pas de soi. Il faut se déprendre de toutes ces chères pensées, de toutes les pensées qui viennent de nos appartenances, et il faut chercher à juger comme tout autre le pourrait à notre place. Tâche difficile, alors qu'en arithmétique, elle est relativement aisée. Rien donc n'est plus difficile que de s'assurer qu'on juge en fonction de sa raison, de la même façon qu'il est difficile de juger quand on est juré d'assises, mais là encore, c'est une institution fondée sur la même exigence. La citoyenneté est d'abord un devoir avant d'être un droit. Et permettez-moi une parenthèse qui est due au fait que j'ai été sondé par la Sofres il y a 2 jours et qu'on m'a posé un certain nombre de questions entièrement débiles pour savoir si j'aimais ou pas l'Europe. Vous savez, comme un marchand qui vous téléphone pour savoir si vous voulez des cravates vertes ou roses, pour savoir lesquelles il va vendre. Et en plus, d'une pauvre femme qui visiblement ne doit pas être payée, qui doit être, je ne sais pas si elle habite à Tombouctou ou à Dakar, mais qui ne comprenait rien, puisqu'elle m'a demandé où j'habitais, j'ai dit à Paris. Ah oui, mais de quelle région? Alors je lui dis, mais c'est, je crois, l'Île-de-France. Ah bon, et elle m'a dit ville, elle a lu son truc, ville moyenne ou campagne? Et je lui ai dit Paris, vous savez, c'est la plus grande ville de France. Enfin, c'était consternant. Bon, vous pensez bien que les résultats des enquêtes d'opinion faites par des gens comme ça ne doit pas être mal. Bien. Puis j'imagine que ça permet de payer moins cher aussi. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que le droit de vote ne signifie pas que voter soit répondre à un sondage où tout le monde serait consulté, contrairement au sondage qui ne touche que 1000 ou 3000 personnes. Le sondage d'opinion, comme tel, il a pour modèle l'enquête que fait un marchand pour savoir ce qui plaira au client. Parce que le marchand, il ne veut pas faire faillite, il a donc raison de faire des sondages.
Mais quand la politique en vient à faire le compte des opinions particulières pour plaire au plus grand nombre, elle transforme le citoyen en client et le résultat du vote alors perd toute signification, toute légitimité. Mais je ferme cette parenthèse. L'exigence d'universalité, qui est constitutive de la vraie citoyenneté, c'est aussi le principe d'une école qui permet à chacun d'accéder justement à cette citoyenneté. Et cette école est très exactement le contraire d'une communauté entendue au sens communautariste du terme. République des esprits, l'école ne se constitue pas par l'appartenance ou par la naissance, mais par l'instruction. Le lien, par conséquent, qui unit l'école publique à la République est fondamental. Une école privée, si on entend par privée qu'elle est faite pour transmettre les valeurs d'une communauté, ce n'est pas une école. Il faut, pour que chacun puisse accéder à la citoyenneté, que l'école ne soit pas la chambre d'écho du milieu familial ou du monde autour. Par exemple, on étudiera la démocratie athénienne et la guerre du Péloponnèse, et chacun y comprendra le sens de la collaboration et de la résistance beaucoup mieux que s'il commence par l'étude de la dernière guerre. Il importe, par exemple, encore de savoir quels furent les dieux des Grecs, et par là, de prendre conscience que des hommes qui n'étaient pas moins hommes que nous, qui n'étaient pas moins raisonnables que nous, n'avaient pas les mêmes dieux, n'avaient pas les mêmes mœurs que nous. Et par conséquent, ce que l'exigence universelle nous apprend, c'est que l'école n'est l'école que si elle rend chacun étranger à son propre monde, que si elle le dépayse. Elle signifie, cette exigence d'universalité, qu'il faut sortir de chez soi. Mais alors attention, il ne s'agit pas d'aller faire du commerce dans les pays voisins, ou même en Asie. Et la mondialisation, c'est le contraire de l'universel. C'est l'extension sur toute la planète d'un même marché, de mœurs particulières, et du coup, cette mondialisation rend encore plus difficile le dépaysement, puisqu'on va se trouver partout devant les mêmes mœurs. Heureusement, pas encore complètement, mais ça va finir comme ça. Et donc, pour que l'école dépayse, pour que notre école dépayse, il faut qu'elle fasse faire à tous les enfants d'abord un voyage dans le temps, qui est plus que jamais nécessaire. Bon, je sais bien aussi, ce que je ne développe pas, que ça suppose une organisation économique et sociale, parce que la misère interdit le loisir de penser, mais ce n'est pas ici la question que je traite. Je ne parle pas des conditions politiques et sociales de la réalisation de cette école. J'avance vers une conclusion. On sait que la publicité fait naître en nous des désirs que nous vivons comme venant du plus profond de nous-mêmes. On sait aussi que le fanatique, prisonnier de sa secte, croit que sa conviction vient de lui, vient de lui-même. Il n'a pas conscience d'avoir renoncé à lui-même. De la même façon, l'individualiste, au mauvais sens du terme, il se trompe sur lui-même, il se croit original, mais il n'est que le reflet d'un milieu particulier. Et ceux qu'on appelle les identitaires n'ont pas d'identité, justement, c'est ce que nous allons voir. Ainsi, tous, autant que nous sommes, il nous arrive, et généralement, dans la plupart de nos goûts, de nos impressions, nous sommes attachés à ce que nous croyons être nos valeurs, nos goûts, alors que ce ne sont ni nos valeurs ni nos goûts, puisqu'ils nous viennent du dehors, de l'extérieur. Et alors, nous avons beau être sincères, quand nous disons « je », ce n'est pourtant pas nous qui parlons. Au contraire, un homme libre ne se réduit pas à ce que le monde autour de lui fait de lui. Il ne renie pas sa famille, il ne renie pas son village, mais il vise l'universel. Et ainsi, du moins dans une certaine mesure, car c'est une tâche infinie, il se libère des particularismes qui le séparent plus encore de lui-même que des étrangers, et qui le séparent des étrangers parce qu'il est séparé de lui-même. Par cette exigence, en effet,
il peut, par l'exigence d'universalité, il peut devenir vraiment lui-même. Je réponds donc à ma question. Qu'est-ce que vouloir l'universel? C'est vouloir être soi-même. Il faudrait ici développer l'idée du lien fondamental qui unit la singularité absolue de la personne, la singularité absolue du je, du vrai je, J-E, d'une part, et d'autre part, l'universalité de la pensée, ce que j'ai déjà indiqué tout à l'heure quand j'ai insisté sur le sens de la séparation que l'isoloir symbolise et garantit. Le paradoxe, donc, que je développe consiste en ceci. Notre singularité, ce qui fait que chacun est unique, absolument unique. Remarquez que absolu, ça veut dire coupé de, hein, donc c'est encore des pléonasmes, tout ça. Mais ce paradoxe ce que j'ai développé consiste en ceci, donc, que notre singularité, ce qui fait que chacun est unique, c'est fondamentalement lié à notre capacité de penser universellement et donc de nous entendre. Les termes d'entendre, au sens de comprendre, comme dans entendement, et le terme s'entendre au sens d'entente, tous ces termes, la langue commune ne se trompe pas quand elle les confond. Et ainsi, lorsqu'elle dit que le fait de comprendre et de s'accorder, c'est la même chose. La singularité, donc, est pour la même raison ce qui fonde la reconnaissance de l'homme par l'homme. L'étranger, quel que soit ce qu'on appelle aujourd'hui ses différences, c'est-à-dire les particularités, les particularismes, je ne sais pas comment les qualifier, l'étranger est un être singulier, irréductible justement à ses particularités ethniques ou sociales, à ses différences. Et à ce titre, il est mon semblable. Ainsi, concevoir le lien du singulier et de l'universel, c'est penser l'unité de l'humanité et le sens de cette unité. Ça veut dire que cette unité, non seulement ne se réduit pas au fait de l'existence sociale, qui est toujours particulière, mais surtout que cette unité est un autre ordre que l'unité d'une espèce vivante. Même s'il faut évidemment que nous sachions que ce qu'on appelle le genre humain est aussi une espèce vivante parmi les autres. Et ici, je vais revenir sur cette expression de genre humain qui a disparu des conversations et de la parole publique, et même du discours des intellectuels, cette expression de genre humain qui est présente encore dans l'international quand même, elle vient des stoïciens qui ont donné une formulation admirable de l'unité de l'humanité, et elle signifie que l'individu égale le genre, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement un maillon dans la chaîne des générations. Pour résumer mon propos, je dirais donc que j'ai esquissé un parcours qui va de la découverte de la capacité de tout homme à penser universellement à la reconnaissance en chacun de sa singularité, et qui, par là, par l'idée du lien qui unit l'universel et le singulier, permet de découvrir le fondement sur lequel repose la reconnaissance de la valeur absolue de la personne humaine. Et s'il y a encore un tout petit peu de temps, pour finir, je vais simplement prendre un exemple dont j'espère qu'il donne un petit peu à réfléchir. Un exemple pour lancer la réflexion sur les rapports des notions de universel, particulier et singulier. Évidemment, comme tous ceux qui font profession d'enseigner la philosophie, on choisit les exemples qui vont avec la thèse qu'on veut soutenir. Hein. Donc, je ne peux pas vous prendre en traite. Cet exemple, je l'emprunte aux Beaux-Arts. Donc, Goya, c'est de la peinture, toute la peinture. Et pourtant, c'est la peinture de Goya, ce n'est pas la peinture de Velázquez, ni celle de Raphaël. Ainsi, la peinture n'est rien en dehors des œuvres où elle se réalise au cours de l'histoire. Et dans chaque œuvre singulière, elle est présente tout entière.
La singularité du génie est irréductible à la particularité nationale. Goya sait bien que c'est la peinture espagnole, même s'il a dû s'expatrier à Bordeaux à la fin de ses jours, parce qu'il avait été un peu trop copain avec les Français au moment où les armées napoléoniennes étaient là. Donc la singularité du génie est irréductible à la particularité nationale ou historique d'un art ou à la particularité d'une langue. Certes, il y a toujours des éléments historiques, sociaux, évidemment des techniques particulières, datées, et même des éléments psychologiques. Quand j'étais étudiant, l'explication littéraire, c'était de la psychologie. Et ces éléments sont comme le terreau d'une œuvre d'art, d'une œuvre musicale, picturale, littéraire. Donc Verdi, Giuseppe Verdi, c'est de la musique italienne du XIXe siècle. Et Verdi a raison de dire qu'étant italien, il n'avait pas à imiter Wagner et devait poursuivre son travail de musicien italien. Il faisait de la musique italienne. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait qu'il était italien. Et même s'il combattait contre les Autrichiens pour l'indépendance de l'unité italienne, puisque vous savez que Verdi, ça veut dire Vittorio Emanuele II, re d'Italia, hein, c'était le cri de ralliement, Viva Verdi, ça veut dire vive Victor Emmanuel II, roi d'Italie, pardon. Il ne prétendait pas que la musique doit être italienne. Pour lui, c'était purement contingent. Il ne prétendait pas que la musique n'est qu'italienne. Comme on l'entend dire au contraire par certains wagnériens qui pensent que la musique est allemande ou n'est pas. Le même délire, d'ailleurs, que chez les wagnériens, et par opposition aux wagnériens, a fait parler en France de Claude de France, pour désigner Debussy. Il y a là une façon de défendre un patrimoine qui le réduit à ce qu'il peut avoir de particulier et qui manque son universalité. Si la musique de Debussy est universelle, ce n'est pas parce qu'elle est française, mais parce que son génie a élevé au niveau de l'universel, son génie, c'est-à-dire sa singularité, qui fait qu'en 3 mesures, on sait que c'est lui. Son génie a élevé au niveau de l'universel ce qui n'est d'abord qu'une particularité contingente. La singularité du génie est un génie qui est présent en tout homme. C'est ce qui peut donner une signification universelle, par exemple, à un chant, une complainte, qui n'était d'abord que la manière de pleurer d'une femme ou d'un homme qui ne pensait absolument pas qu'un jour, ce qu'il nous donnait à entendre serait joué dans une salle de concert. Je m'arrête ici.